exposé sera en deux parties. Je vais recontextualiser. On a déjà beaucoup parlé des effets des pesticides sur la santé. Je vais focaliser sur le lymphome et les maladies du sang. Et dans la deuxième partie, je vous présenterai notre étude et les résultats préliminaires. Voilà. Donc la question, voilà, on a cité Rachel Carson plusieurs fois ce matin, donc, qui est un peu une pionnière sur la description de la toxicité pour l'homme et pour les espèces, pour les oiseaux, pour les espèces autres que les insectes des pesticides, et qui posait déjà la question des hémopathies dans son livre de référence qui est Le printemps silencieux. Elle posait la question des cancers du sang. Et en effet, c'était dans les années 60, elle a fait ce travail. Donc, plus de 40 ans plus tard, on a ces questions qui sont très actuelles. On a eu une augmentation de l'incidence des lymphomes qui a plus que triplé, qui est passé de 4 cas pour 100 000 dans les années 50, ce qui était réparti à 13 cas pour 100 000 au début des années 2000. Donc évidemment, on parle du vieillissement de la population, mais il n'y a pas que ça. On a aussi parlé de l'épidémie de VIH qui a peut-être interféré là-dedans, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres. Il y a beaucoup de cas chez les sujets jeunes, donc ça pose des questions sur les explications qui sont données. Ouais. Donc, la diapo suivante. Voilà. Là, c'est une petite diapo qui synthétise les effets des pesticides sur la santé. Donc, Daniel Donadio a beaucoup insisté sur ces informations-là, donc je vais passer rapidement juste sur les cancers. On a un surrisque de cancer donc, du sang, du système neurologique, avec les tumeurs cérébrales et des cancers hormonaux, donc prostate, testicules et sein, des maladies neurodégénératives et des effets perturbateurs endocriniens que je ne connais pas très bien, mais je vous encourage à lire les publications du professeur Sultan à Montpellier qui a beaucoup travaillé sur les malformations génitales des enfants. Voilà, qui a montré une association dans les familles qui utilisaient les pesticides. Donc quelques mots sur les lymphomes. Donc les lymphomes, c'est des tumeurs qui restent assez rares, la population ne les connaît pas très bien, donc je vais juste redire quelques mots. En fait, c'est des cancers du système immunitaire et sanguin qui se développent à partir des lymphocytes. Donc les lymphocytes, on a plein de sortes différents, mais en gros, ce sont des cellules qui servent à la défense immunitaire, et il y a une évolution clonale d'un lymphocyte à un moment qui va dériver, qui va créer un cancer. Donc les atteintes, elles sont tumorales dans les ganglions, mais aussi elles peuvent atteindre n'importe quel organe puisque ces cellules-là sont disséminées, et donc on a des lymphomes à expression dans le foie, dans le poumon. Voilà. Donc il y a deux types de lymphomes, des lymphomes très agressifs, qui sont comme le lymphome à grande cellule B, et qui sont assez rapidement fatales si on s'en occupe pas, et qui sont quand même chimiosensibles, c'est-à-dire que normalement ils répondent bien à la chimiothérapie, et c'est cette question-là c'est ce pronostic-là de réponse à la chimiothérapie que j'ai interrogé chez les utilisateurs de pesticides, donc je reviendrai un petit peu après. Et ensuite il y a des lymphomes qui sont plus indolents, qui sont des maladies entre guillemets chroniques, qui finissent par poser de sérieux problèmes, et qui évoluent pendant des années dans l'organisme. Je mets un petit peu de côté pour ce travail. Donc l'origine des lymphomes, voilà, elle est inconnue pour la grande majorité des cas. Il y a quelques cas qui sont expliqués par des virus comme le VIH, l'HTLV, c'est pas trop dans nos contrées. Le virus de la mononucléose, quelques bactéries, mais avec des formes très localisées. Ce sont des lymphomes qui sont dans l'estomac et qui sont liés à l'Helicobacter pylori. Il y a des lymphomes qui arrivent aussi dans un contexte de perturbation du système immunitaire, qui est par ailleurs révélé par une maladie des immunitaires qui préexiste, comme la polyarthrite rhumatoïde, comme le lupus, le syndrome de Bush ou le psoriasis, on les a cités là. Ou alors des perturbations du système immunitaire qui sont artificielles. Quand on fait une transplantation d'organes, de rein ou de foie, on donne aux patients des traitements immunosuppresseurs pour éviter le rejet de cet organe. Et ça fait le lit de développement de lymphome. Donc on pense qu'une des origines du lymphome est une perturbation du système immunitaire. Et on a montré sur plusieurs modèles animaux que plusieurs classes de pesticides induisaient des dérégulations dans les cellules du système immunitaire. Donc là aussi, on a un rationnel biologique fort pour aller dans le sens d'une association entre les pesticides et les lymphomes. Vous pouvez m'interrompre s'il y a des notions sur lesquelles je passe un peu vite, qui sont biologiques.
et qui mériterait peut-être que je passe un petit peu plus de temps, n'hésitez pas. Donc la question des pesticides et des lymphomes, elle a été abordée par plusieurs biais. D'abord sur le biais épidémiologique, donc en fait on a compté les nombres de cas de lymphome dans une population d'agriculteurs et on a comparé ça à la population générale. C'est des études rétrospectives, cas témoins ou de cohortes, qui sont une des manières les plus empiriques pour approcher un facteur de risque. Ça c'est un petit peu les études les plus anciennes, avec des études qui ont été conduites depuis les années 80 et dont on est venu un petit peu au bout des analyses en 2005. Ensuite, on est passé à un niveau supérieur avec des études prospectives. Donc, on s'est mis à enregistrer de manière prospective. Donc, à un moment donné, on a sélectionné une population un échantillon d'agriculteurs. Il y a une étude nord-américaine et une étude française. Je reviendrai dessus le plus suivant. Et on attend que les cancers arrivent. Donc on mesure les cancers qui arrivent au fil du temps. Ça permet d'éviter un certain nombre de biais qui sont liés à l'enregistrement de données rétrospectives où on a des problèmes de mémoire. Et ensuite, il y a les approches expérimentales. On a un petit peu parlé avec les notions de mesure d'exposition par des patchs dans le sang, dans les urines. On a même été jusqu'à faire des biopsies de la graisse de la population. Et ça, c'est très très fastidieux, ça coûte beaucoup d'énergie, d'argent, de temps. Ça a permis quand même d'avoir des éléments très objectifs et très très inquiétants quand on a essayé de mesurer la rémanence des métabolites, des organochlorés. On s'est rendu compte que toute la population avait des traces dans les urines de ces molécules-là, même jusqu'à 10 ans après leur interdiction. Donc c'est quelque chose qui est terrible et qui mérite évidemment d'aller un petit peu plus loin. Et enfin, il y avait une autre étude d'exposologie que je reviens. C'est la diapositive. Je m'arrête un petit peu sur les études rétrospectives, donc celles qui ont été faites depuis les années 80 et qui ont été poolées pour faire ce qu'on appelle une méta-analyse. Ça augmente un petit peu la puissance d'études qui sont faites ça et là. On poule toutes les données, on les mixe dans une grosse machine statistique et on voit ce qu'il en ressort. Donc il y a eu 7 études rétrospectives chez les professionnels qui ont utilisé les pesticides et qui ont fait des lymphomes. Donc 5 qui concernaient les populations d'agriculteurs, une sur les travailleurs de l'industrie phytosanitaire, je n'aime pas du tout ce mot, industrie des pesticides, et un couplant les deux types de travailleurs. Et donc chez les agriculteurs, les 5 méta-analyses, toutes montent un sur-risque, il n'y a aucune étude qui montre qu'il y a un risque inférieur ou similaire chez les travailleurs. Sur les 5 agricultures qui portent sur les 5 méta-analyses qui portent chez les agriculteurs, le sur-risque il va de 3%, ce qui est très modeste, et ça c'est les plus anciennes, on pense qu'il y avait un certain biais de recueil des données, et les plus récentes montraient 43% de sur-risque chez les agriculteurs de faire un lymphome. Chez les travailleurs de l'industrie phytosanitaire, c'est beaucoup plus important que ça, le sur-risque il est de 98%, donc ça va assez bien sur un effet dose, parce qu'eux ils sont exposés toute l'année, les agriculteurs sont exposés de manière saisonnière, c'est-à-dire qu'ils traitent tant de mois dans l'année, sur une période prolongée, mais finalement les doses cumulées sont moindres que ceux des ouvriers des usines de pesticides qui eux sont exposés en continu malgré les gants, les masques, etc. Et enfin la dernière étude qui couplait les deux types d'emploi contre un sur-risque qui était intermédiaire pour un 35%. Donc ça c'est une représentation graphique des méta-analyses. Si on veut, là c'est le risque de 1, le risque d'avoir un lymphome de la population générale, et le point représente le risque montré selon les études. Alors on voit qu'il y a 2 études qui ne sont pas significatives, ce sont les plus anciennes. Je voulais juste citer aussi une étude locale qui a été conduite par Pascal Favreau-Perret, qui est épidémiologiste au CHU de Nîmes et qui a conduit dans les années 90 une étude pionnière dans la région Languedoc-Roussillon et qui avait montré effectivement un sur-risque de 50% de lymphome non-Hodgkinien chez les agriculteurs de la région, avec toute
et donc la population d'agriculteurs, c'était principalement des viticulteurs, c'est une spécificité locale. Je vais parler des deux études prospectives qui donc, ont une valeur normalement scientifique supérieure aux études rétrospectives. C'est donc l'étude Agricultural Health Study et l'étude Agricam. Donc l'étude nord-américaine concerne deux États, l'Iowa et la Caroline du Nord. Elle s'intéresse surtout aux grandes cultures, ce qu'on n'a pas trop dans notre pays. Et l'analyse a commencé en 1993, donc c'est vrai que ça a été aussi des visionnaires de s'intéresser à ces questions-là à cette époque-là. Et donc il y a une étude, il y a des résultats intermédiaires qui ont montré des résultats assez, qui vont dans le sens de ce qu'on avait déjà, donc une augmentation de sur-risque de lymphome de 17% chez les agriculteurs sur les 15 premières années d'exposition, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que ce risque-là se cumule dans le temps, puisque notre modèle, c'est une exposition avec des effets retardés. Une exposition intentée, les effets sont retardés, puisqu'on a une évolution, c'est un peu compliqué d'expliquer, mais clonale sur des lymphocytes qui accumulent des événements oncogénétiques et qui, à un moment, vont avoir une expression clinique, mais qui, pendant des années, ne parlent pas. Juste sur la diapo précédente. Le sur-risque était encore plus important chez les conjoints des agriculteurs. Alors comment expliquer ça? Les agriculteurs, en Amérique du Nord, quand ils traitent, ils se protègent et ils mettent les combinaisons à laver. Et qui est-ce qui lave les combinaisons? Voilà. Donc ça c'est une des explications peut-être simplistes, mais il y a d'autres choses à chercher. Il y a cette piste-là à creuser, notamment avec des patchs cutanés chez les conjoints pour aller voir leur niveau d'exposition réel. Et dans cette étude-là, non seulement donc on a un surrisque de lymphome, mais on a surtout une augmentation de la mortalité qui est explosive, de la mortalité liée au lymphome. Alors je vous ai dit un petit peu plus tôt que les lymphomes, c'est des maladies chimiosensibles. Normalement, on arrive à les guérir pour, mettons 80% des cas, 70% des cas à 2 ans de lymphomes sont vivants, vont bien. Et là, on n'a pas ces chiffres-là. Alors on sait que les Américains ont un système de santé un peu plus disparate, l'accès aux soins est plus difficile, peut-être qu'ils bénéficient beaucoup moins des avancées d'immunothérapie, mais enfin c'est curieux cette surmortalité par rapport à l'assurance des maladies. Normalement 17% de surrisque, ce n'est pas 57% de surmortalité au lymphome, on devrait être à 10% de surmortalité au lymphome ou 5% de surmortalité au lymphome. Donc on a des inquiétudes là-dessus. Est-ce que ces lymphomes-là sont plus agressifs que les lymphomes de la population générale? L'objet de notre travail. Et enfin, donc l'étude Agricam qui a été mentionnée déjà plusieurs fois ce matin, donc il s'intéresse aux risques induits par les pesticides chez les agriculteurs français. En fait, c'est un échantillon d'agriculteurs français et qui concerne 12 départements, donc de répartition assez inhomogène avec beaucoup de vignes, avec la Gironde et la Côte d'Or. Et le Calvados, et le Haut-Rhin et l'Isère, et très peu de représentation de notre région. Il n'y a pas du tout la question du riz. La question des rizicultures en Camargue n'est pas posée, qui sont aussi des gens qui traitent énormément. Donc voilà, il y a des limites intrinsèques à cette étude et on pense que cette étude a été conduite parce qu'il y avait déjà des initiatives locales, déjà des enregistrements de tumeurs. Donc pour financer cette étude, il a fallu s'appuyer sur des choses existantes. Voilà. Donc, elle a quand même le mérite d'exister, d'avoir commencé à porter ses premiers fruits. Donc l'analyse a commencé en 2005. Il y a 200 000 utilisateurs de pesticides qui sont enregistrés, ainsi que leurs conjoints. Alors je pense que ça fait 400 000 au total. Ils ont été tirés au sort dans les départements et parmi les affiliés à la MSA, donc second biais. On ne prend pas en compte les saisonniers qui ont une exposition qui peut être répétée sur plusieurs années quand on fait les vendanges pendant 10 ans, 15 ans et qu'on ramasse les raisins. Ok, on n'applique pas des pesticides, mais par contre on se contamine via la peau et de manière importante puisque le Dr Ceballos avait
nous a expliqué la rémanence de ces molécules qui ne sont pas terrassées par la pluie, qui restent bien à la surface des arbres et des fruits. C'est pour la seconde limite sur le tirage au sort par la RSA. Néanmoins, l'analyse très précoce, 2005-2011, donc ça nous fait 6 ans de recul, qui a été publiée donc, août 2017 par le Bailly, qui est l'investigateur principal de cette étude, commence à montrer un surrisque de lymphome de 9% significatif, et, qui est à la limite de la significativité, et un surrisque de myélome, donc, qui est une autre maladie du sang, et qui est de 20% significatif. Voilà. Donc on attend à quel point ça va être poursuivi pendant des années, et on s'attend à compter les patients et à compter les morts au fur et à mesure de la conduite de cette étude. Donc quelques mots sur les études expérimentales de toxicologie. Voilà, je ne vais pas m'attarder beaucoup, juste une étude qui nous avait beaucoup marqué, qui a été publiée par le Bailly, donc, qui est un chercheur de Caen, qui avait mesuré les lésions génétiques qu'on pouvait voir dans le sang chez les utilisateurs de pesticides. Alors c'est un petit peu compliqué, mais il y a des lésions génétiques qui sont très caractéristiques de certains lymphomes, et notamment dans un lymphome indolent qui est le lymphome folliculaire, on a une translocation 14-18. On a un bout de chromosome 14 qui va sur le chromosome 18. On sait que c'est un événement majeur dans la survenue du lymphome folliculaire, et donc après les cycles de traitement, il y avait des translocations 14-18 qui apparaissaient dans les lymphocytes des agriculteurs qui avaient traité. Et ça, c'est hallucinant. Enfin, c'est quelque chose qui est hyper inquiétant. Et pour l'instant, on n'a pas. Voilà, ces translocations ne sont pas transformées immédiatement en cancer, puisque, j'ai déjà dit, il faut un certain nombre d'années avant que la translocation, les éléments génétiques ait une expression clinique. Mais enfin, voilà, le message de cette étude est quand même très préoccupant. Juste pour je parviens non plus sur les mécanismes de génotoxicité, ça a été abordé en long, en large et en travers. Ce qui se passe dans le lymphocyte qui va devenir un lymphome, c'est des cassures de l'ADN qui sont dues à plusieurs mécanismes, donc probablement pour partie à l'exposition à certaines classes de pesticides. Ces cassures-là, dans certains cas, les cassures normalement de l'ADN, ça entraîne une destruction de la cellule. On reconnaît qu'il y a une anomalie, et paf, on entre en apoptose, et c'est une manière pour l'organisme de se débarrasser des cellules non fonctionnelles. Cependant, il y a dans certains cas des mécanismes de réparation qui se mettent en place, et le problème de cette réparation, c'est qu'elle n'est pas fidèle, et les infidélités de réparation font le lit des oncogènes, donc des gènes qui dérivent pour fabriquer du cancer. Voilà. Et donc c'est ce mécanisme-là, ce mécanisme-là de cassure de l'ADN est beaucoup utilisé par les chimiothérapeutes. En fait, c'est à la base des effets de la chimiothérapie. On a vu beaucoup de cellules de lésions de l'ADN dans les cellules tumorales, dans le but d'induire une apoptose et de guérir le cancer. Donc la génotoxicité, on l'a déjà dit, elle a été prouvée sur des modèles animaux et des modèles cellulaires de lymphocytes humains pour toutes ces molécules-là. Je mets le glyphosate en italique avec un point d'interrogation pour toutes les limites dont on a parlé jusque-là, à savoir les formulations et voilà. Et un deuxième mécanisme important, donc on a juste à peine survolé dans les présentations précédentes, mais qui me semble fondamental et qui est un petit peu difficile à expliquer quand on n'a pas fait de bio, c'est la génération de composés oxydants. En gros, l'oxydation, vous connaissez ça sur le fer et la rouille, tout ça. Il faut savoir qu'il y a de l'oxydation qui se passe dans les cellules, et donc les pesticides, beaucoup de pesticides ont un effet pro-oxydant et dans les cellules cibles, et qui entraînent de la mort cellulaire via ces mécanismes-là. Notamment de points, on oxyde les protéines qui vont entraîner un stress oxydant et la mort cellulaire, et on oxyde l'ADN, ce qui va entraîner des cassures et la même chose dont je parlais tout à l'heure. Et donc, dans le lymphome, dans la lymphomagénèse, on a ces voies de signalisation qui sont assez dérégulées, et il y a des mécanismes pro-oxydants,
des signaux pro-oxydants qui seraient apportés à la cellule de manière chronique et à petite dose, qui eux, en effet paradoxal, qui augmentent la survie et la prolifération cellulaire. Et en réaction, la cellule, elle va augmenter ses défenses antioxydantes, et c'est pourquoi ces radicaux oxydants, ils ne vont pas entraîner la mort cellulaire, c'est parce qu'en fait, ils vont juste avoir le temps d'activer un petit peu la prolifération des cellules et ensuite être éliminés. Voilà. Donc la génération de composés oxydants, elle a été prouvée pour toute cette classe de pesticides-là, et notamment, et c'est un mécanisme très très important de l'action du glyphosate, ça c'est constant dans la littérature, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà. Et donc aussi, la chimiothérapie antitumorale génère du stress oxydant et induit une mort cellulaire de la même manière que les pesticides. Donc c'est curieux quand même, ces pesticides qui agissent comme de la chimiothérapie. Enfin, c'est quelque chose qui nous a posé question. On peut passer à la vidéo suivante. Voilà. Les deux derniers mécanismes qui ont déjà été évoqués, c'est l'effet perturbateur endocrinien des pesticides et qui peuvent être aussi impliqués dans la lymphomagénèse, mais beaucoup moins que pour les tumeurs du sein ou du testicule. Et enfin, la diapo suivante, c'est l'immunotoxicité. Je vous en ai dit quelques mots, c'est que là c'est un petit peu plus empirique, mais on se rend compte que ces classes-là de pesticides ont une action assez ciblée sur les cellules du système immunitaire humaines. Donc avec une dérégulation des fonctions des lymphocytes, notamment des lymphocytes qui sont antitumoraux. C'est-à-dire que les systèmes immunitaires ne servent pas qu'à se défendre contre les bactéries ou les virus, on a aussi une grande partie de ce système-là qui est évolue à nous protéger contre la dégénérescence de notre organisme, notamment la naissance de tumeurs. Et donc quand c'est dérégulé, on a aussi le lit de tumeurs. Donc voilà. Juste voilà, donc la deuxième partie de mon exposé, c'est l'étude qu'on a conduite avec Pascal Favreau en encadrante, donc qui pose la question du pronostic des lymphomes qui surviennent chez les utilisateurs de pesticides. Donc, comme c'est la diapo suivante, notre rationnel, c'est qu'on suspecte qu'un organisme qui a été exposé tout au long de sa vie, au moins les 30 dernières années, à des molécules pro-oxydantes et génotoxiques, il est prêt à se défendre contre ces mécanismes-là. Donc il a des défenses antioxydantes qui sont toutes prêtes dans ces petites cellules, et il a de la réparation d'ADN qui est prête à se mettre en place. Et donc on aura beaucoup moins d'emprise avec la chimiothérapie sur les cellules de ces patients-là. Donc la méthode qu'on a utilisée, vous allez voir, c'est une méthode très empirique, c'est de l'enregistrement. Donc on a repris les dossiers des lymphomes à grande cellule B, donc un type de lymphome agressif de 6 centres de la région Languedoc-Roussillon, de l'ancienne région Languedoc-Roussillon, qui prenaient en charge les lymphomes. Donc il y a les deux CHU Montpellier et Nîmes, il y a la clinique du Parc à Montpellier. Donc je remercie encore Dr Donadieu de m'avoir fait accéder à tous ces dossiers. Et il y a les hôpitaux de Béziers, Carcassonne et Perpignan. On a donc retrouvé de manière exhaustive tous ces lymphomes à grande cellule B, ces données de patients. On a été interroger les patients qui avaient survécu sur leurs activités professionnelles passées de manière exhaustive, depuis les périodes d'apprentissage, y compris pour les périodes saisonnières, donc avec un questionnaire très détaillé sur les activités agricoles. Et pour les patients décédés, on a interrogé les survivants, donc que ce soit les conjoints ou les enfants, dans la plupart des cas. Donc le biais induit par cette méthode, c'est qu'on a retrouvé seulement 60% des patients qui avaient été traités dans les centres, et les 60% qu'on a retrouvés patients ou proches allaient mieux que la population générale. Donc les plus graves ne font pas partie de cette analyse. C'est un petit peu dommage, mais c'est les limites de ces études-là. Donc une fois qu'on a eu toutes les données professionnelles, à savoir les emplois, les périodes d'activité, les localisations, on a pu intégrer ces données-là dans une matrice emploi-exposition. Alors les matrices emploi-exposition, c'est des outils qui ont été créés par les épidémiologistes, je vais y arriver, pour pallier au biais de mémoire, au fait qu'on n'arrive pas à retrouver la nature des produits utilisés en interrogeant simplement les gens, puisque les gens se souviennent surtout des produits qui ont été utilisés pendant longtemps, très peu des produits qui sont plus sur le marché actuellement. Et il y a un peu de mémoire aussi sur les produits dont la presse parle, c'est-à-dire que le glyphosate sera souvent cité, les tachlores beaucoup moins.
Et donc on a ces deux matrices qui sont à Bordeaux. Donc une matrice qui nous permet de nous sortir une probabilité d'avoir utilisé des pesticides. Donc chez les agriculteurs, c'est très souvent 100%. Chez les hôtesses de l'air, ça tombe à 50%. Pourquoi les hôtesses de l'air? Puisque dans les vols long courriers qui reviennent des pays empaillonnés, il y a l'application d'insecticides. Voilà, on laisse imaginer 2 à 3 fois par semaine pendant une carrière. Voilà. Dans les patients qui sont exposés avec une probabilité un peu plus faible, comme les cheminots, on a des cheminots qui traitaient les voies ferrées pendant des années et des années pour que les trains roulent. C'est vrai que c'est mieux qu'il n'y ait pas d'herbe. Puisqu'on a de manière anecdotique, il y a les charpentiers aussi. Il y a les charpentiers qui traitent le bois et donc ont été beaucoup exposés à certains types d'insecticides. Voilà, donc avec cette matrice-là, on arrive à retrouver une probabilité d'avoir utilisé des pesticides. Et donc nous, on construit un effet dose, c'est-à-dire que selon l'augmentation de la probabilité, on va rechercher une résistance au traitement et une probabilité plus importante du décédé de la maladie. Et pour les emplois agricoles, on a été un petit peu plus loin. On a recherché la probabilité d'avoir utilisé un composé. Donc on s'est intéressé à l'arsenic, qui est très peu étudié en Mardoux, qui a très peu donné lieu à des publications, puisque c'est une spécificité assez française et les viticulteurs d'utiliser de l'arsenic. Et finalement, les Américains en utilisent peu, et c'est quand même les Américains qui ont beaucoup publié sur ces questions-là jusque-là. Je vais vous parler des premiers résultats. Donc, l'analyse est en cours pour les molécules et pour la cohorte entière. Cependant, on a déjà quelques résultats. Donc, sur les 400 dossiers, donc les 244 patients qu'on a pu interroger sur le métier, on a retrouvé 22% d'agriculteurs ou de saisonniers agricoles. Donc, ça me paraît énorme. La population d'agriculteurs en Languedoc-Roussillon, elle est de 2% sur cette période-là, et les retraités agricoles, les retraités agriculteurs, on a du mal à avoir le chiffre précis, mais ça ne dépasserait pas 10%. Donc on a une surincidence des agriculteurs dans notre cohorte, plus de 2 fois plus, ce qui va évidemment dans le sens de tout ce qui a été dit par la littérature jusque-là. Et enfin, sur la réponse au traitement, ce sera ma dernière diapo, c'est qu'on a, dans la population entière, on a 26% de non-répondeurs à la chimiothérapie, ce qui est bien en cohérence avec la littérature sur les lymphomagnètes cellule B. Par contre, chez les agriculteurs, on aurait 60% de non-répondeurs. Donc il y a le traitement statistique qui n'a pas été fait, c'est-à-dire que ces chiffres-là, je les ai faits sur le premier tiers de nos patients exposés, donc sur un tiers de 50. On a 60% de non-répondeurs et 45% de décès d'agriculteurs qui sont décédés à 2 ans après le diagnostic, contre 30% pour la population entière. Donc, on aurait quand même des arguments pour dire que la chimiothérapie, ça ne marche pas très bien, en tout cas pas aussi bien qu'attendu dans cette population-là. Voilà, ces résultats-là sont à confirmer. Donc, c'est la première fois qu'on les expose au public. Donc on attendra l'analyse finale qui sera arrivée dans les 15 prochains jours pour publier ces données-là. Voilà, c'était le message que je voulais passer. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas.